voix du livre en haut de la pile. Bienvenue dans En haut de la pile, la dernière rubrique du podcast de Livre Hebdo, Les Voix du livre. Je suis entourée de 3 journalistes de Livre Hebdo, Fabienne Jacob, Pauline Gabinari et Sean Rose, qui dévoilent leurs coups de cœur, mais pas n'importe lesquels. Ce sont des livres choisis pour refléter, comme des miroirs le long du chemin, l'horizon éditorial du printemps 2024. Fabienne, notre spécialiste jeunesse, tu nous parles d'un rayon qui va s'ouvrir bientôt dans les librairies avec sur la pancarte 2 lettres, J.O. J.O., oui. Alors, les petits chats font leur J.O., les chatons laveurs font également leur J.O. Il y a un jeu olympique de Guillaume Guéraud et Ronan Badel au Seuil Jeunesse qui est assez fantastique, mais il y en a un qui sort vraiment du lot, que j'ai beaucoup aimé, ça s'appelle Les Olympes, c'est un roman transgénérationnel, c'est pas seulement pour les ados, par 8 voix de la littérature jeunesse assez renommée, Jovitek, Valentine Gobi, Maya Brahmi, sous la direction de Carole Trébor. Alors, de quoi s'agit-il ? 8 femmes exceptionnelles, des grandes sportives, mais qui ont un engagement autre que sportif, qui ont aussi un engagement politique. Elles ont lutté de haute lutte, si je puis dire, pour que leur sport soit l'égal de celui des hommes. Elles ont lutté contre la ségrégation raciale et aussi contre le tabou du corps féminin. Par exemple, ma préférée, c'est quand même l'indo-américaine Kiran Gandhi, une sportive du dimanche. Elle n'est pas spécialement sportive, mais elle a couru le marathon de Londres en 2016. Elle a eu ses règles, elle a décidé de continuer parce qu'on ne peut pas s'arrêter pour prendre des protections hygiéniques. Donc elle a continué, elle est arrivée au bout avec évidemment du sang entre les jambes. Donc, tabou, elle a brisé le tabou des règles et la photo a fait le tour du monde. Une autre marathonienne que j'aime bien, Catherine Switzer, a été la première en 67 à courir le marathon de Boston. Malgré l'agression, je dis bien l'agression, elle a été menottée par les organisateurs hommes qui ont voulu coûte que coûte l'en empêcher. Et j'aime beaucoup aussi notre Serena Williams nationale, pas nationale du tout d'ailleurs, qui à l'âge de 19 ans a battu la Belge Kim Clijsters, je dirais que ça se prononce comme ça parce que ça doit être flamand. Elle gagnait, mais sur le court, en 2001, comme un seul homme, tout le public blanc et bourgeois de ce sport a applaudi à tout rompre la perdante et blanche Kim Clijsters. Mais elle a gagné. C'est quand même incroyable de gagner alors que vous avez tout un public contre vous. Je trouve ça admirable. Voilà. Et c'est un livre donc féministe, si je comprends bien, mais signé par des femmes et des hommes. Ce n'est pas si fréquent. Voilà. Alors, j'ai une petite anecdote que m'a rapportée Karine van Wormoed. Décidément, je suis sous le sceau flamand, là, éditrice de la collection Lied chez Albin Michel Jeunesse, qui m'a dit que quand Carole Trébor, l'autrice qui a supervisé ce recueil, est allée la voir avec ce projet, elles se sont demandé si elles pouvaient ouvrir aux hommes, et la réponse a été oui. Mais il faut dire qu'elles n'ont pas pris beaucoup de risques, parce qu'elles ont choisi 2 hommes qui sont au-dessus de tout soupçon. Mathieu Palin, qui a fait auteur de la série Les Hommes Violents sur France Culture, et Sylvain Pathieu, qui, dans Beauté Parade, s'est intéressé, c'est un très beau sujet, au milieu des femmes exploitées, surexploitées, des petites mains, des manucures et des coiffeuses dans le centre de Paris. Merci Fabienne. Ça s'appelle Les Olympes, sous-titré 8 destins exceptionnels de femmes qui ont transformé le monde du sport, aux éditions Albin Michel Jeunesse. Pauline, tu reviens du Québec. Tu nous parles d'une tendance québécoise. Le Québec est à l'honneur du Festival du Livre Paris 2024 qui se tient du 12 au 14 avril au Grand Palais éphémère. Bravo pour ton engagement quand même, Pauline, qui n'a pas dormi, qui a passé la nuit dans l'avion. Qu'est-ce qui t'a marqué, Pauline ? J'avoue que j'ai été hyper impressionnée déjà par la jeunesse des auteurs et des éditeurs là-bas. Ça change pas mal de nos éditeurs à nous, à la tête blanche, on va dire. Et puis, ce dont je voulais aussi vous parler, c'est une forme d'écriture qui m'a bien plu et qui est assez en vogue là-bas, qui s'appelle la littérature de fragments. C'est ce type de livre un petit peu hybride et avec lequel on compose comme ça, par petites touches. On pourrait presque le comparer à quelque chose d'assez impressionniste.
Ça rappelle un peu Neige Sino, j'ai l'impression, d'après ce que tu décris. Ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est souvent aussi, et on le retrouve dans Neige Sino, une littérature de sensation. Alors, pourquoi ça m'a marqué, en fait, c'est que pour moi, on touche aussi ici la littérature d'une nouvelle génération, une génération qui doute, qui se pose plein de questions. Et c'est tellement puissant que c'est carrément devenu une mouvance au Québec, comme je le disais. Côté référence, j'ai rapporté avec moi alors plusieurs bouquins. La poétesse autochtone incroyable Naomi Fontaine, et aussi pour le côté un petit peu trashy, Jacob Vraine avec un livre qui s'intitule La famille se crée en copulant, sorti chez le Cartanier. Alors c'est tout un programme. Pour ceux qui aiment le trash, je conseille. Mais l'exemple dont je voulais surtout vous parler, c'est un roman dont la lecture a été faite en live et ça a été hyper bouleversant. Ça s'appelle Un choix d'amour de Valérie Forgue. C'est paru en août dernier chez Triptyque. Valérie Forgue, nous, avec l'équipe, on l'a rencontrée à Québec, où elle nous a donné une lecture éblouissante de son livre. C'est le récit de son avortement et de son refus de maternité. On n'est pas du tout dans un manifeste, en fait, là. Elle va raconter par petites touches qu'est-ce qu'elle a ressenti dans son corps. On était complètement scotchés. Comment dire, une écriture sans concession, bien enracinée, mais en même temps assez sensible et fragile. Voilà, moi ce que je voulais vous proposer, c'est d'aller la rencontrer au Festival du Livre de Paris, puisqu'elle viendra. Et j'espère pour vous que vous aurez une expérience aussi bien que la mienne avec elle. Ou alors de la retrouver dans le hors-série de Livre Hebdo consacré au Festival Livre Paris 2024. Oui, exactement, qu'on est en train de préparer avec l'équipe. On est hyper excités. Fabienne, je crois que tu voulais nous parler, toi aussi tu aimes beaucoup la littérature de fragments. Oui, parce que je n'aime pas le récit linéaire, ça m'emmerde, pour dire la vérité. Donc tout ce qui n'est pas récit linéaire va m'intéresser. J'aime bien l'ellipse parce que ça fait bosser le lecteur, ça le fait un peu travailler du ciboulot. Et moi je voulais citer Eugène Savitskaya, qui est un grand maître du roman fragmentaire et qui a fait Mentir, par exemple, déjà en 77. Donc voilà. Mais j'ai l'impression qu'il y a une petite tendance, tu as raison, que ça arrive. Sean ? Oui, cette tendance, en fait, reflète peut-être cette génération. Ça me faisait penser à Zygmunt Bauman, qui est un sociologue et philosophe britannique, mais d'origine polonaise, et qui a beaucoup parlé de nos vies liquides. La vie liquide, c'est justement cette vie où on n'arrive à rien à attraper, et ça s'est amplifié avec la génération Z, c'est-à-dire le zapping permanent, mais c'est le swipe. Donc c'est, pour moi, en fait, un symptôme des temps, et c'est normal, puisque la littérature est un miroir, en fait, de la société telle qu'elle est. Alors, je rappelle juste Un choix d'amour de Valérie Forgue, c'est le conseil de Pauline, qui est paru au Triptyque en août 2023. Sean, tu reviens, toi, de la London Book Fair, qui a eu lieu du 12 mars au 14 mars 2024, et tu en as profité pour lire dans les feuilles de thé londoniennes un livre très attendu pour la rentrée littéraire de cet été, en France. Oui. En fait, ce livre a été acheté bien avant. J'ai rencontré énormément d'éditeurs qui m'ont parlé des tendances. Je vous ferai un petit tour des tendances de la Foire de Londres, en français dans le texte. Donc oui, j'ai vu Claire Docero, qui s'occupe de la littérature étrangère chez Robert Laffont, et elle m'a annoncé la sortie. J'étais tout à fait excité de savoir que ça sortait. Et c'est Julia, c'est de Sandra Newman. C'est Julia, c'est le prénom, personnage féminin dans 1984 d'Orwell. Donc 1984, 2024, vous calculez, je suis nul en maths, mais vous voyez qu'il y a quand même, c'est un chiffre rond. Et Orwell avait imaginé son narrateur, Winston Smith. Et là, c'est du point de vue féminin, donc c'est ce qu'on appelle a companion book, c'est-à-dire c'est comme l'autre partie, c'est le diptyque, c'est le livre sœur, si je puis dire, de 1984. Et même pour la petite histoire, les ayants droit d'Orwell, en fait, étaient plutôt réticents, mais devant le talent de cette romancière, Sandra Newman, ils ont bien voulu céder les droits. Et on attend vraiment cette traduction. Et ça corrobore la tendance qui montre que les femmes sont toujours au top. C'est-à-dire que même là, au Salon de Londres, il n'y avait pas ce qu'on appelle le hot titles, il n'y avait pas des enchères incroyables sur un livre. Mais s'il y a des tendances, il y a bien la tendance féministe et féminine qui revisite les genres, les modernes classiques comme 1984, mais c'est les femmes dans l'espace, les femmes dans des dystopies. Voilà, ça continue, c'est 50 nuances de féminin, et voilà, c'est pour la joie des lecteurs et des lectrices.
Les femmes sont au top. Sean, tu ne peux avoir que nos suffrages autour de cette table. Est-ce que vous voulez réagir, Pauline, Fabienne ? Moi, j'aimerais quand même que tu décrives un peu ce bouquin qui est aussi magnifique dans sa forme. À quand les hardcovers en France ? Ah oui, ça sortait le livre, il est magnifique, avec la typo est magnifique. On parle beaucoup anglais, mais c'est normal, mais parce qu'on revient de Londres, etc. Mais hard cover, ça veut dire en fait en couverture dure. Et c'est vrai que on est toujours admiratif de ces livres anglais ou américains d'ailleurs, qui sont en cartonné, bien reliés, avec une jaquette, une typo. Merci Sean. Julia de Sandra Newman, traduit par Hélène Cohen. C'est annoncé pour le 29 août 2024, collection Pavillon chez Robert Laffont. De mon côté, j'aimerais vous parler d'un beau livre, un trésor d'archives qu'il faut offrir à toutes les personnes qui aiment l'art, Les suffragettes de l'art, sous-titré L'entrée des femmes à l'école des beaux-arts. C'est signé Anaïde Demire, commissaire d'exposition et critique d'art, et c'est édité par l'École des beaux-arts. Ce détail a de l'importance dans l'histoire que je vous raconte. Quelques mots sur le livre. Anaïde Demire raconte et illustre merveilleusement la longue, très longue lutte des femmes pour entrer aux Beaux-Arts, pas seulement comme muse, mais comme étudiante artiste du 19e siècle à nos jours. L'autrice remonte à l'Ancien Régime, qui bizarrement a été une période de grâce pour les femmes. L'Académie royale de peinture et de sculpture, de sa création en 1648 à sa suppression en 1793, a compté 15 académiciennes contre 450 académiciens. C'est pas si mal comparé au reste de l'histoire de cette école. Entre-temps, la Révolution française a rogné le droit des femmes, mais c'est surtout à partir de 1804, sacre de Napoléon Ier, que la récré est terminée pour les femmes. Avec le Code civil, les femmes sont placées sous la tutelle de leur mari et n'ont pas vocation à quitter le foyer, encore moins à apprendre ou à créer. Le livre d'Anaïde Demire réunit une iconographie impressionnante, tirée des archives de l'école, mais aussi de textes écrits par des femmes artistes comme Pauline Aurel, alias Marie Bashkirtseff, qui en 1880 appelle au soulèvement des femmes artistes dans un texte extraordinaire de modernité. Ce qui surprend, c'est que ce livre s'achève sur la décennie 1990-2000. Et on se demande surtout ce qui s'est passé entre 2000 et aujourd'hui, période cruciale dans le féminisme moderne. La réponse est dans le livre, mais une version initiale du livre qui a été pilonnée seulement 3 semaines après sa parution. Le livre a tout de suite été réimprimé sans le dernier chapitre qui raconte en effet, j'ai pu le lire, les années MeToo et relaie des cas de harcèlement de professeurs des beaux-arts sur des étudiants et étudiantes. Certains membres de l'école estiment que c'est une censure qui émanerait de l'un des anciens directeurs de l'école, mis en cause dans ce fameux chapitre supprimé. L'idée a même été émise de faire circuler une version pirate de ce chapitre supprimé. Alexia Fabre, la directrice des Beaux-Arts de Paris, explique que c'est une décision de la direction liée au manque de recul sur cette période trop récente. Elle ajoute tout de même à Libération que cette décision de retirer les exemplaires était, entre guillemets, discutable. Anaïde Demire, l'autrice, considère pour sa part que son livre est le prétexte de règlement de compte sexiste et la preuve révoltante et désespérante que l'histoire se répète. La lutte des suffragettes n'a pas dit son dernier mot. Sur ces paroles, je vous souhaite à tous les 3 un beau mois d'avril rempli de lectures en fragments, au long cours ou au pas de course. Et je vous dis à bientôt au mois de mai pour les prochaines récoltes littéraires. Merci beaucoup. Merci. Merci. À bientôt. C'était Les Voix du Livre, le podcast mensuel de Livre Hebdo présenté par Lorraine Malka. À la musique, Ferdinand Bayard. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous au podcast Les Voix du Livre et envoyez-nous des tas de cœurs et d'étoiles. À bientôt.